Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le démarrage d'un nouveau mois, le dernier mois de cette année 2022 qui se termine au finish avec un rallye action notamment, qui dure depuis 2 mois maintenant, pour les actions européennes en particulier. Je n'enterre pas trop vite ce rallye, parce qu'on voit quand même que la tentation est toujours de progresser, même si on arrive peut-être à des niveaux qui mériteraient un petit retracement, une petite consolidation. Le CAC 40 est revenu autour des 6750 points à l'occasion d'une séance de progression de 0,3% au moment où on se parle. Et puis on notera, et c'est un nouveau mouvement dans ce rallye également, des taux qui rebaissent très vite. Désormais, on a vu le mouvement de correction des rendements obligataires démarrer au mois de novembre et s'accélérer encore sur la journée d'aujourd'hui avec des baisses de 10 points de base, quasiment pour les taux longs européens au moment où on se parle. Idem également pour le 10 ans américain qui s'établit désormais autour de 3,60% alors qu'on est allé quasiment jusqu'à 4,50 peut-être au pic pour le 10 ans américain ces dernières semaines, ce qui donne une couleur peut-être un peu plus technologique à cette phase de marché. On voit que les valeurs tech notamment retrouve un peu de couleur. On l'a vu avec le Nasdaq hier qui a bondi de plus de 4% en clôture à l'issue du discours de Jérôme Powell hier soir devant la Brookings Institution à Washington. Jérôme Powell qui a confirmé de manière très explicite, qui avait été déjà largement éventé par d'autres banquiers centraux américains, la prochaine hausse de taux de la Fed, il y en aura d'autres, à partir de mi-décembre, sera sans doute plutôt de 50 points de base que de 75 points de base. Ceci dit, Jérôme Powell maintient un discours et une rhétorique toujours dur, car le travail n'est pas encore accompli. On le voit avec les derniers chiffres de l'inflation, même si le début de détente est confirmé, on voit toujours une inflation cœur aux États-Unis autour de 5% à travers la mesure du Core PCE qui a été publiée pour le mois d'octobre en début d'après-midi. Et donc le travail n'est pas terminé, il faudra maintenir un niveau de restriction monétaire élevé, important aux États-Unis pour une période peut-être encore un peu plus longue que prévu. Et c'est là où le marché et la Fed sont peut-être encore en dissonance aujourd'hui. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, une histoire qu'on file avec un de nos spécialistes des marchés africains. Investir en Afrique, c'est Guillaume Arditi, le fondateur de Belvedere Africa Partners, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, résultat des courses de cette séance du jour, première séance du mois de décembre qui se termine avec une teinte toujours légèrement positive sur les indices actions en Europe. En cette fin de séance, résumé du jour avec Alix Nguyen. La bourse de Paris ralentit. On trouve en soutien de la tendance l'indice des prix Core PCE du mois d'octobre. Il ressort en hausse de 0,2% contre 0,5% un mois plus tôt et de 5% sur un an après 5,2% en septembre. On apprend aussi que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus que prévu. Et puis, autre indicateur publié ce jour, toujours aux États-Unis, l'indice ISM manufacturier de novembre apparaît inférieur aux attentes. Il s'établit à 49 contre un consensus de 49,9. Comme facteur de soutien au cours de cette séance, il y a toujours les effets du discours jugé dovish prononcé par le président de la Fed. Pour rappel, à l'occasion d'un discours au Brookings Institute hier, Jérôme Powell a évoqué à 2 reprises une inflation demeurant bien trop élevée, mais ce dernier a rassuré en confirmant que la prochaine hausse de taux serait un peu moins brutale que les précédentes. Le dollar et les rendements des treasuries baissent nettement. Et puis le CAC semble plus apaisé quant à la Chine où les autorités sanitaires ont donné des premiers signes d'un possible allègement de leur stricte politique zéro Covid. On retient par ailleurs la déclaration de la vice-première ministre Sun Chunlan évoquant une approche du pays faisant face à de nouvelles circonstances et de nouvelles tâches grâce au caractère moins dangereux du variant Omicron et à l'avancée de la vaccination. Sous l'effet des nouvelles chinoises mais aussi dans le sillage de la hausse du Nasdaq hier soir, les valeurs technologiques grimpent.
grimpe. ST Microelectronics, Dassault Systèmes et Capgemini progressent. Atos bondit après l'annonce d'un partenariat conclu avec Amazon. Une annonce officialisée à Las Vegas où la filiale Amazon Web Services tient sa conférence annuelle cette semaine. Le directeur général du groupe d'Atos, Nourdine Biman, voit dans cet accord de coopération une étape industrielle importante dans le plan de transformation des activités infogérance d'Atos. Et puis on constate le recul de Total Energy à la suite des informations relayées par Bloomberg selon lesquelles les délégués de l'OPEP+ pourraient décider de maintenir leur production en l'état lors de leur réunion via visioconférence prévue dimanche. Tendance, mon ami, chaque jour à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Olivier de Béranger de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Directeur général délégué, directeur des investissements de la financière de l'Échiquier. Et Frédéric Rosier avec nous également au plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. C'est le sujet à la une de Smart Bourse depuis des jours maintenant, le rallye d'automne. Rallye qui est plutôt tilté value, cyclique, qui profite un peu plus aux actions européennes qu'aux actions américaines. Je ne vais pas trop braguer de ce côté-là, parce que c'est une séquence de quelques semaines seulement. Comment considérer ce rallye, Virginie ? Les actions américaines rebondissent également, mais comme le rallye est un peu plus value, c'est l'Europe qui en profite le plus. Oui, absolument. Vous avez très bien décrit. C'est encore une histoire de momentum. Voilà, puisqu'on a suivi l'évolution des taux et des anticipations de taux. À partir du moment où on a eu quelques signes d'encouragement sur l'inflation, des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs, on peut le dire. Cette semaine, on a eu quelques éléments en Europe. Eh bien, il y a une anticipation, je dirais, d'une baisse de l'inflation. Et quelques discours, alors on a eu évidemment le discours de Jérôme Powell hier soir, mais d'autres membres de la Fed, comme vous l'aviez dit, qui sont exprimés. Et donc cette histoire de pivot, notre pivot, finalement, est-ce que ça y est, on a atteint, je dirais que dans cette politique monétaire restrictive, est-ce qu'on a fait le plus dur et est-ce qu'à un moment donné, on arrivera sur une période de stabilité ? C'est ça qui a encouragé le marché. Mais c'est une histoire de momentum. C'est-à-dire que le marché est encore dans du momentum. Et ce qu'on a pu voir, moi, ce que je constate en particulier sur le marché américain, c'est que ce momentum, il est encore très ancré. Donc on l'a vu hier, dès que on encourage effectivement et qu'il y a une détente sur les taux, le Nasdaq se reprend. C'est pas, pour moi, c'est pas encore un rallye tout à fait sain quelque part, parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est effectivement dans le cadre de cette normalisation de l'économie. On est encore en phase de normalisation après ce qu'on a vécu en 2020-2021. Dans le cadre de cette normalisation, ça serait intéressant de retrouver quand même un peu plus de fondamental et de réanalyser les fondamentaux des sociétés. Et je trouve que ces mouvements de marché sont pas encore ne prennent pas en compte suffisamment ces fondamentaux et cette différenciation. Ça commence un petit peu peut-être aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui reflète pour vous là ce manque de fondamental ? Alors, par momentum, vous entendez l'idée que on achète ce qui monte, quoi, sans trop. On achète des secteurs, on achète des idées. C'est ça, c'est les éléments macro qui dominent. D'accord. Et évidemment, l'élément macro qui va dominer dans les semaines à venir, ça va être le rythme du ralentissement économique, qu'on peut qualifier de soft landing, hard landing, récession. On n'en sait rien encore. Voilà, soyons clairs. C'est bien résumé. Il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement qui est en cours. C'est évident et il est logique. Il est cohérent avec ce qui se passe. Maintenant, quelle sera l'ampleur ? Et là, ça va être intéressant parce que dans le cadre de ce ralentissement, parce que je vous rappelle que quand même cette année 2022, les hausses des chiffres d'affaires des entreprises ont été portées encore par cette sortie de 2 ans de croissance contrainte, fabriquée. Oui. Moi, je l'appelle fabriquée, moi je le dis. Et par cette inflation, parce que l'inflation s'est auto-entretenue, bon nombre de sociétés ont répercuté évidemment la hausse des coûts, mais ont été au-delà.
et ce qui a permis la préservation des marges. Et vous dites que le marché est en train d'extrapoler un peu trop certaines idées de 2022 sur 2023 Oui, absolument. Et concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire dans le marché américain qu'il y a des... que c'est pas le fondamental qui guide pour vous la tendance aujourd'hui? Parce que là, sur certains résultats, certaines sociétés, on voit par exemple dans le secteur de la distribution, on commence à avoir les bons et les moins bons élèves. Et de toute façon, c'est quand une économie ralentit que là, le juge de paix, c'est la qualité des résultats. Et c'est ça qu'on devrait avoir en 2023. C'est ça qui doit animer les marchés. Et j'espère que ça sera ça. Et ça sera d'autant meilleur pour nous, gérants actifs. Si on est gérants, actifs. Mais ça veut dire, Virginie, plus qu'une dispersion sectorielle, parce que la dispersion sectorielle, elle existe. Derrière les indices, il y a quand même une dispersion sectorielle importante au terme de cette année 2022. Vous attendez une dispersion encore plus forte au sein des secteurs. Vous voulez voir la dispersion intrasectorielle. Bien sûr. Mais nous, on gère avec les avantages compétitifs, l'analyse des avantages compétitifs. C'est là qu'ils doivent s'exprimer. Et c'est l'agilité, c'est la qualité de l'exécution des managements, c'est tout ça. Et avec des éléments qui sont compliqués pour les entreprises, pour les émetteurs. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Olivier, votre lecture et votre analyse de ce rallye, alors qui a pris une dimension un peu de rallye, de everything rally depuis quelques jours, puisque même l'obligataire se met à rallier désormais. Les taux rebaissent assez nettement encore aujourd'hui. Moi, j'aurais une analyse un peu différente sur l'Europe, où la valorisation, la qualité des résultats et le positionnement expliquent le rebond. On était arrivé fin septembre, début octobre, à des valos proches de 10 fois les résultats 12 mois forward, c'est un niveau généralement où ça rebondit toujours. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les rallyes des cycliques en Europe, il a été essentiellement drivé par les résultats. Il n'est pas drivé par une attente d'une croissance qui tout d'un coup rebondirait ou serait meilleure qu'anticipée, même si de temps en temps, effectivement, il y a peut-être des espoirs un peu infondés sur la qualité de la croissance 2023. Et puis, dernièrement, le positionnement sur l'Europe, il est épouvantable et il est toujours épouvantable. C'est-à-dire, malgré 20% de hausse sur le CAC ou 15% sur les indices européens, les chiffres seront publiés demain, mais très probablement, ce sera la 42e sortie consécutive des fonds mutuels en Europe par les investisseurs internationaux. Donc, c'est pas un rallye de qualité sur les fondamentaux, certes, mais on était quand même arrivé sur des valos qui étaient, sans dire bradés. En gros, bradé, c'est quand vous êtes 2 écarts types sous la moyenne historique. Là, on était à 10 fois les résultats de 12 mois forward. C'est un écart type et demi, un écart type 3 quarts. Donc, on ne peut pas parler de screaming buy comme parlent les anglo-saxons. Mais on est quand même on était sur des niveaux de valos intéressants. Le désavantage, c'est qu'après 15% de rebond, on est revenu à 11 fois et demi, 12 fois les résultats futurs. Donc là, c'est déjà moins intéressant. C'est de l'ordre d'un écart type. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, je serais un petit peu prudent sur l'Europe dans les semaines qui viennent. Et puis sur l'obligataire que vous mentionnez, j'étais sur ce plateau le 12 octobre, on était sur les niveaux maximum qu'on a atteints. La veille de la publication du CPI américain qui fait que le marché commence à... On s'était dit, on est sur des niveaux qui sont très près de niveaux de cassage de beaucoup de choses. Et on était encore en pleine crise britannique aussi. On était en pleine crise britannique, on était proche de 5, voire au-dessus de 5 sur le 10 ans BTP, on était à 3 sur l'OAT française, 2,5 sur le Bund, on était à proche de 4 sur le Bonos. Et ça, on sait que, vu les taux d'endettement des pays et vu la vitesse à laquelle les taux avaient monté, c'était des niveaux de stress. On avait même évoqué notre fameux indice de volatilité, le MOVE, qui était proche des plus hauts historiques de crise systémique et de crise financière. Mais on en est sorti, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est un peu calmé. Alors, c'est très intéressant de comparer la volatilité des marchés actions, qui est à la moyenne. Là, on est à 20 sur le VIX. Sur 40 ans, la moyenne du VIX, c'est 20. On était à 160 sur notre indice MOVE, on est revenu à 125, 130. La moyenne historique, c'est 90. Donc ça veut dire qu'on s'est calmé, mais la peur n'est quand même pas sortie du marché obligataire. Et dans cette période, sur les marchés, on a vu un positionnement qui était short, en gros surtout, short sur les actions et short sur les obligations, qui s'est racheté alors. On parle des CTA, on parle des fonds de tendance. Qui bouclent en novembre, généralement. Leur année se boucle en novembre. Donc moi, ça me paraît assez cohérent avec une valo qui était quand même plutôt bradée en Europe, même si ce n'était pas incroyablement bradé. Des qualités de résultats des cycliques qui ont été pas mauvais. Notamment le secteur bancaire a bien publié au 3e trimestre.
et puis un positionnement qui est délétère contre l'Europe, mais ça, Ouais, c'est historique, ça devient historique. Enfin, ça devient historique, ça devient une persistance historique. Assez standard, et je pense que c'est ça qui explique la grande partie. Et donc vous dites, c'est plus... Oui, c'est ça, il y a plus de raisons techniques qui expliquent le rallye que de raisons encore fondamentales d'espoir sur 2023. Et ces raisons techniques s'auto-alimentent, c'est-à-dire que si vous parlez aux chartistes, aux rois de l'analyse technique, ils vont vous dire que partout on est sur les 200 jours moyenne mobile, partout les RSI commencent à être un peu bizarres, donc en gros, soit on continue de monter fortement, soit on retrace un peu. Mais on est un peu... Et demain, on a un chiffre de chômage, c'est généralement sur les chiffres du CPI ou du chômage qu'on a la tendance. Je pense qu'on aura la tendance pour la fin d'année vers 14h30 demain. Bon, que vient sanctionner ce rallye d'automne selon vous, Frédéric? Est-ce que c'est plutôt le passé des éléments techniques? Est-ce qu'on prend déjà un peu de l'avance en mode espoir sur de potentielles bonnes nouvelles de 2023? Ce qui est un risque, peut-être à un certain stade. Alors, moi, je partage tout à fait l'avis. Je crois énormément aux facteurs techniques, pour le coup, sur la nature du rebond. Je pense effectivement que on se souvient d'ailleurs courant été de ces grosses positions short, certains hedge funds qui annonçaient à grand bruit qu'ils shortaient le marché prenant 20 ou 30 ou 40 lignes short. Fièrement, je short l'Europe. Je short l'Europe. Voilà, là, ils sont un peu mal. Et donc, on a un short squeeze qui s'est opéré. Je pense que pour le coup, les investisseurs long terme ne sont pas revenus. On le voit sur les flux. Ils sont absolument pas présents sur le marché. Ils ne reviendront pas. Et la nature même des rebonds, quand vous prenez 3-4%, parce que le rebond qu'on a connu hier, c'est le 3e ou 4e rebond à peu près de même nature qu'on a connu depuis 1 ou 2 mois. Quand vous avez ce genre de mouvement, vous imaginez bien que ce n'est pas un investisseur long terme qui tout d'un coup va rouler sa position, se mettre à acheter. Donc clairement, ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire on a des systèmes de ce qu'on appelle un gamma, d'accord, gamma négatif, qui fait que lorsque vous êtes vendeur optionnel, plus le marché monte, plus vous êtes obligé d'acheter. Et donc ça fait un mouvement auto-entretenu. Et je crois énormément à cette thèse, effectivement, d'un aspect technique relativement fort qui peut se retirer aussi rapidement. Autre chose, sur la valo, juste une petite remarque, effectivement, lorsqu'on regarde les forwards 12 fois, oui, mais pour l'instant, lorsqu'on regarde un peu les projections des analystes, on est encore en croissance bénéficiaire aux États-Unis, de l'ordre de 6-7 de mémoire. En Europe, on doit l'être encore. Donc, vous voyez, 12, c'est effectivement, ça semble peut-être encore abordable. Ça l'est beaucoup moins, effectivement, c'est une révision des bénéfices l'année prochaine. Oui. On verra aussi, parce que le marché... Le marché est peut-être plus cher qu'il n'y paraît. Et alors, il est aussi dans cette logique de taux réel négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, on a de l'inflation, mais les taux, on les voit quasiment plus monter en Europe. Aujourd'hui, on le voit bien avec la réaction qu'on a eue sur les taux longs et même sur les parties un peu plus courtes de la courbe. Donc, si on est déçu quelque part avec la BCE, ça me rappelle un temps où effectivement la BCE était un petit peu à l'envers par rapport à la Fed. La BCE tient un cap malgré tout et on a une révision des bénéfices. Le 12, ça devient même excessivement cher. Donc il faut faire attention à ça. La question que je me pose honnêtement, le rallye, il est peut-être de fin d'année, il a déjà eu lieu et je pense qu'il serait peut-être j'ai encore de la place sur les États-Unis honnêtement, mais sur l'Europe, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, notamment lorsqu'on regarde la nature du rebond qui s'est opéré quand même avec beaucoup de valeurs aussi cycliques. Et ça ne matche pas forcément avec les anticipations de récession qu'on pourrait avoir en Europe. Ça, je suis d'accord que ça ne matche pas avec le narratif, mais c'est impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir des bonnes surprises suffisantes qui permettraient de justifier ce rallye sur l'Europe dans les 3-6 prochains mois. Alors j'avais évoqué le sujet sur... La récession en Allemagne, elle ne sera pas aussi profonde que ce qu'on imaginait il y a encore 3 mois, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez, on avait évoqué le sujet sur la croissance, par exemple dans le secteur du luxe, il y avait quand même un quart de la croissance du secteur du luxe qui était due à l'effet Forex. Exactement. Ouais. Donc je veux bien... Mais là, le Forex, il est en train de partir à toute berzingue de l'autre côté. Le dollar baisse. Le dollar baisse. Dire les choses. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que pour le coup, dans un monde qui ralentit, voire qui se contracte, puisqu'en dessous de 2% de croissance, on est en contraction, est-ce que oui ou non, la nature des résultats, qui a été soutenue même pour des valeurs cycliques et exportatrices, je pense à des Michelin, des Schneider et autres, est-ce que oui ou non, l'effet Forex ne va pas peser dans ce cadre-là ? Et si la Chine rouvre pour le luxe ?
C'est, Ah je oui, veux dire, alors- c'est la cerise sur le Et gâteau. ça- Le dollar, on s'en fout. Si la Chine rouvre demain, il y a un one-off de consommation, de revanche, de Mais shopping. Est-ce que- Incroyable alors, pour les valeurs du allez voir luxe. Hermès et LVMH. Est-ce que vous pensez 30 secondes qu'ils ont été vraiment atteints par le ralentissement et la fermeture de la Chine, Non. vu qu'ils ont quand même opéré énormément par la digitalisation. Donc je suis pas sûr que même Il y a eu quelques magasins fermés quand même. Enfin, je veux dire, Quelques c'est magasins. pas business as usual non, Non, plus. oui. Mais bon, d'accord, oui, les chiffres franchement, sont là. Oui, oui. les taux de Ah ouais. croissance qu'on a là-bas, C'est flat d'ailleurs, year to date. hein. Ouais. Hermès et LVMH, Ouais, ça c'est- perd voilà. rien au 1er janvier. hein. Exactement. Donc, Passionnant. et les multiples, typiquement, excusez-moi, je finirai là-dessus. Les multiples, on s'étonnait, Hermès, au pic de valorisation, c'était quasiment 69 fois les Et bénéfices. là, on a combien? Là, on est retombé à peu près à 40. Maintenant, on est de nouveau à 50. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne historique. Oui. Donc, sur la bande des PE, on est en train de taper le haut Bah maintenant. oui, les taux Donc- rebaissent. Vous voyez, donc, on repart dans le même cycle qu'on évoquait il y a encore Ouais, maintenant un an. Donc, pour l'instant, ça va, mais attention. Et à l'inverse, l'effet Forex sur les sociétés américaines, et on l'a bien vu, y compris dans les consensus des analystes, Ouais. n'avait pas été suffisamment bien apprécié dans l'effet négatif. Ouais, bien sûr, oui, la Pour force nombre de du dollar. sociétés, on l'a vu Le dans vent les contraire du dollar. communications, Ah ouais. Ça a été un poids important, ça n'avait pas été suffisamment apprécié, ça a probablement, effectivement, participé aux déceptions. Donc là, moi, je pense que, logiquement, quand on est dans un scénario où on se dit stabilité des taux, enfin encore des hausses des taux à venir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, oui, mais oui. voilà. Oui. Mais concrètement, s'appuie tous sur si cette on hypothèse. voit un dollar à 1,07, un euro-dollar à 1,07, 1,08, là, les sociétés américaines respirent. Alors évidemment, pour l'investisseur, il y a un effet court terme puisque libellé en dollars, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus sympathique. Et sur les marges, parce qu'on a vu, bon, moi je vais parler des cycliques américaines. Ouais. Je suis plus sur je vois alors soit des cycliques, soit ce qu'on appelle les staples, les consommations De base. basiques, voilà. Ouais. Là, il faut bien dire que dans la construction des marges qui ont été très bonnes, qui sont bien maintenues, il y a eu un effet fantastique chiffre d'affaires. Bonne consommation, plus évidemment hausse des prix, donc l'effet volume et l'effet prix. Bon, demain, quel sera l'effet volume? L'effet prix, ils ont passé des hausses de prix qui ont été quand même très importantes, même au-delà de... D'ailleurs, moi, ça m'a affolé, même quand j'en ai vu certaines, j'ai rencontré, j'ai dit, c'est pas possible. Ils ont été un peu gourmands, un peu greedy sur les prix. L'impact sur les marges, c'est ce que j'appelle les Fat Cat Margins, c'est que là... le Fat Cat Margins va peut-être être un peu en difficulté parce qu'il y a quand même Et ces valeurs-là, elles ont atteint parce que c'est inhabituel, ces valeurs-là, elles ont atteint des valorisations qui laissent pas la place à une petite déception sur les marges demain. Moi, je trouve, On parle de staples ou de valeurs cycliques, qui généralement ne sont pas très chères. Il y a des staples Enfin, qui les se cycliques, en payent tout cas. bien plus cher qu'une valeur. Prenez le Google qu'on aime bien, qui est classique, enfin qu'on aime bien, qui peut être discuté. Mais c'est 18 fois le PE. Donc c'est 18 fois et prenez un Procter qui est à 24. Mais c'est cyclique, Google, c'est de la pub. Oui, d'accord, mais regardez les taux de croissance quand même. Attendu, même avec une révision à la baisse des croissances, évidemment, sur le chiffre d'affaires et encore plus, évidemment, sur les earnings, puisque ce Google, c'est flat, ce qui est attendu. Donc, mais quand même, voilà, il y a une espèce de... Donc là, je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que je parlais de momentum, parce qu'il faut qu'on revienne, et les gérants actifs reviendront, puisqu'ils sont absents. Et c'est ça, la qualité d'un rallye, c'est quand les gérants, effectivement, actifs, qui aient pu ces éléments techniques et qu'il y ait cette couche fondamentale qui se mette en place. Olivier, je reviens quand même sur l'histoire du Forex. Comment on réfléchit à la question de la course du dollar à travers 2023 ? C'est quand même un facteur clé et beaucoup de conséquences en matière d'investissement découlent de la course du dollar, en l'occurrence, et des taux américains, bien sûr. Ce qu'on constate déjà, c'est que l'euro est incroyablement sous-valorisé. C'est-à-dire, si on regarde les PPP, on sait tous que ça dépend des modèles, mais c'est entre 1,30 et 1,40. Donc, quand on est sous 1, il y a 40% de réduction sur les actifs en euros. On peut voir ça comme ça. Pourquoi il y a ça ? On sait bien, on est au contact de la guerre. C'est nous qui sommes les premiers impactés par l'explosion du prix de l'énergie, le pincement de marge dû à ces explosions. C'est ça qui coûte à la zone économique. Mais si on est dans un scénario de ralentissement ou de récession légère
en 2023, à mon avis, le dollar, il va continuer à baisser. On va revenir tranquillement vers un 10 et pourquoi pas un 20 dans 18 mois si la situation ne dégénère pas. Et je rajoute aussi qu'il y a toujours un risque qu'on oublie, mais c'est le risque de l'armistice. C'est-à-dire si du jour au lendemain, il y a une armistice d'une manière ou d'une autre, Qu'est-ce qui se passe alors ? qu'est-ce qui se passe ? Là, à ce moment-là, normalement, l'euro va remonter, mais de manière fulgurante, prendre au moins 4 ou 5 figures, et puis la situation sera un peu différente. Donc, je pense que c'est difficile de faire des prévisions, mais avec une décote comme ça, quand même, sauf engrenage de la guerre, on doit quand même se rapprocher d'indices à un horizon qui est difficile à donner. Je vous rassure, toutes les sociétés européennes vivront très bien avec un euro-dollar à 1,10, à 1,15 ou même à 1,20. 60. On sait tous que le niveau qui commence à embêter tout le monde, c'est quand on passe à 25 et qu'on se rapproche d'un 30. Donc en gros, quand on se rapproche de la purchasing power parity, essentiellement à cause des problèmes de compétitivité de l'Europe, il faut un petit décalage sur la valorisation de la monnaie. Mais voilà, donc pour moi, la question, c'est plus, c'est quoi l'ampleur du ralentissement en 2023 en fait, c'est ça la question fondamentale. Vous l'avez tranché ou pas ? C'est possible de choisir une caractéristique de cette récession ? Moi, je pense que... Alors, récession, c'est pas sûr, mais en plus... Que ce soit un gros ralentissement ou une récession, moi je serais tenté de dire on s'en fiche un peu. Alors pourquoi on s'en fiche un peu ? C'est parce que si c'est une récession, on va avoir moins 0,1, moins 0,2 sur 3 trimestres de suite, ou plus 0,1 sur 3 trimestres de suite. La différence pour la qualité du résultat des entreprises, c'est rien. Mais c'est rien. C'est-à-dire, effectivement, si les BPA baissent de 10%, bon, bah, très bien, on vaudra 13 fois et demi les résultats en instantanés en zone euro et probablement 12 fois sur 2024. Donc voilà, c'est pas des prix sur lesquels vous êtes inquiet d'acheter. Pourquoi moi je pense qu'il y aura une récession soft ou un gros ralentissement, c'est que pour l'instant, il y a zéro crise financière. C'est-à-dire que toutes les grosses dépressions ou grosses récessions qu'on a eues, notamment en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand il y a eu une crise financière. C'est quand le système bancaire ne pouvait plus prêter pour différentes raisons. Là, le système bancaire, il est rempli de cash, il a un niveau de fonds propres qu'il n'a jamais eu dans aucune crise depuis Bretton Woods. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale, sauf événements exogènes, bien sûr, tous les disclaimers habituels, qu'on ait une récession super forte en zone euro. Et je vous rappelle que qu'est-ce qu'on fait depuis 6 mois en zone euro ? On remonte tous les mois la croissance de 2022. Alors, on reporte les nouvelles négatives sur 2023. Plus on révise à l'ausse 2022, plus on révise 2023 à la baisse. Mais moi, ma conviction, c'est que les récessions dures, c'est toujours le système bancaire qui vous entraîne dedans. Et la crise, et avant même la crise financière, c'est l'immobilier aussi qui compte beaucoup, d'ailleurs, dans le déploiement d'une crise financière. La correction ou le risque de correction important sur l'immobilier, est-ce que c'est quelque chose qui peut justement être des zones tendues, l'Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est tendu. Les États-Unis, c'est un peu tendu, mais si vous regardez la part des revenus des ménages consacrés à leur remboursement de mortgage, c'est exactement la moitié de 2008. Donc on va dire c'est 2 fois moins tendu qu'en 2008 sur la capacité des ménages américains. La contrainte immobilière est beaucoup moins forte. À payer. On sait bien qu'en France ou en Allemagne, il n'y a pas de bulle immobilière. Ça peut corriger de 10%, ok, mais comme n'importe quel actif. Donc pour moi, la récession dure, pour l'instant, c'est un scénario, c'est une chance sur 10, mais c'est vraiment pas le scénario central. Et donc je ne vois pas tellement de cas dans lequel les résultats des entreprises seraient durement abîmés en 2023. Après, l'inflation baissera sûrement moins vite que ce que le marché price aujourd'hui. Le plateau sera sûrement plus long. La baisse des taux de la Fed en 2023, moi j'y crois, mais alors pas du tout. Mais bon, on verra ce qui se passe. Et comme la BCE est en retard, de toute façon, là aussi, je ne pense pas que ce soit le scénario 2023. Mais je pense que c'est ça qui est clé pour la qualité des résultats des entreprises. Est-ce qu'on a une récession dure ou... Et je mets dans le même sac une récession légère ou un gros ralentissement. Oui, on tourne autour de la même idée. On tourne autour de la même idée. Moi, je suis plutôt dans le camp numéro 1. Donc, donc ce rallye en Europe, il est, là, on est sur il est assez légitime. Oui, c'est ça. Il faut être un peu prudent parce que techniquement, ça aille vite et tout. Mais sinon, il n'y a pas de... J'ai pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'exubérance. Il n'y a pas d'exubérance dans les valos.
Vos commentaires, Frédéric. Et puis si on est un peu dans les what if scénarios, si on réfléchit, alors l'idée effectivement d'une résolution, toutes choses égales par ailleurs, du conflit en Ukraine, voilà, mais qui ne nous ramènerait pas évidemment la situation intérieure. Il y a aussi comment la Chine réagit. Et on voit que la Chine est en train de réagir. Alors, au plus haut niveau politique, pour l'instant, le discours n'a pas évolué, mais on voit dans les faits que la politique zéro Covid est en train de bouger assez rapidement. D'ailleurs, on laisse à Pékin les gens s'isoler chez eux, à domicile, et plus dans des centres d'isolement. Eh ben, non, mais c'est déjà quand même une étape. Ça fait rêver. À Guangzhou, on a quand même des hausses de cas Covid très importants, comme on avait pu le voir à Shanghai au printemps. Shanghai avait été confiné au printemps. Guangzhou, on est en train de lever les confinements dans la ville. Qu'est-ce qui se passe si la Chine repart? Et est-ce qu'une reprise marquée de l'économie chinoise est même souhaitable? Pour la Chine sans doute, mais pour l'Europe, pour l'Amérique et pour notre histoire d'inflation. Alors, pour l'inflation, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des zones de tension sur la supply chain, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, détente de l'offre, vous dites. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que les Chinois n'ont pas le choix aussi, parce que ça ralentit fort aussi de leur côté. Moi, ce que je regarde, c'est que c'est une zone aujourd'hui où on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est très, très compliqué, parce que l'environnement, on va dire, juridique, politique, est très, très complexe à appréhender. De manière factuelle, c'est un marché qui a sous-performé depuis, ça fait plus de 2 ans et demi, quoi, ça sous-performe. Honnêtement, la valo est intéressante. Hong Kong a pris 30% au mois de novembre. Ouais. Oui, mais bon, là, c'était suite à quand même énormément de sous-performances. Vous avez vu les rebonds, notamment même des acteurs de la technologie en Chine. Donc, je pense effectivement qu'il faut s'y intéresser. Je suis persuadé qu'il ne faut pas y aller en ligne directe parce que c'est très complexe. Ouais. Parce que quelles sont les manières de faire alors? Voilà, donc soit des ETF, soit des gestions, des OPCVM très spécialisées, très diversifiées, parce qu'on le voit, il y a des tendances qui peuvent se dégager. On a vu les dernières mesures sur l'immobilier, on peut voir un peu l'impact que ça peut avoir, mais pour le coup... il ne faut pas prendre un pari trop fort sectoriel parce qu'on sait, le réglementaire vient vous taper dessus. On l'a vu sur les technos, avec notamment les politiques sur l'éducation arriver. Une bonne idée devient une très très mauvaise idée, voire pire, du jour au lendemain. Donc voilà, mais je pense réellement que si on veut avoir pour l'année prochaine un portefeuille assez résilient, je pense que la partie chinoise, effectivement, asiatique au sens large même, est une bonne idée. Et comment on mesure le risque d'une réouverture de la Chine? Non, mais enfin, du risque inflationniste que ça génère à travers les matières premières, notamment. Ouais. C'est un peu le parallèle. C'est-à-dire que c'est bon pour la Chine, mais ça détruit toute l'idée du pivot de la Fed, de la stabilisation des taux. Ça soulage d'un côté, c'est comme pour l'Ukraine. Ouais. Quid du pétrole si effectivement on a une résolution demain? Donc on peut très bien avoir en même temps résolution ukrainienne avec un pétrole qui tout d'un coup perd $20, pourquoi pas, hein, on peut tout imaginer. Et d'un autre côté, la réouverture de la Chine, qui pour le coup a un effet... Mettrait $20 plus sur le pétrole. Voilà. Et donc ça s'équilibre. Non mais globalement... Oui, j'entends, mais il faut considérer toutes les possibilités. Quel est le scénario de l'année prochaine? Quand on sait au moment où on se parle, il commence à faire froid à Paris quand même, que notre... 1er décembre. 1er décembre, oui, mais bon, on a été épargné, qu'on parle de plus en plus de coupures d'électricité, que la croissance allemande va peut-être dépendre quelque part aussi de l'hiver, de la nature de l'hiver. C'est dur, honnêtement, de se projeter avec ça, et j'ai tendance à penser, peut-être malheureusement, que le vrai driver aujourd'hui des marchés, ça restera les banques centrales. Et quoi qu'il arrive, on l'a vu, le marché, on a revu à la hausse les taux de croissance, voilà, mais ça n'a pas eu d'impact. C'est vraiment, pour le coup, dès qu'on a un déclencheur, c'est les banques centrales qui sont à la manette. Et ça restera ça, à mon avis, dans les mois à venir. Comment on fait sa sélection de valeurs là, sur le marché américain aujourd'hui? Virginie, vous avez déjà donné quelques éléments de contexte. Alors, il y a des valeurs de base très chères. Il y a de la tech qui semble beaucoup moins cher aujourd'hui. Vous évoquiez Google à 18 fois. Vous êtes plutôt un investisseur tourné vers l'univers de la croissance, évidemment, mais, enfin, comme beaucoup d'investisseurs boursiers, bien sûr. Donc, comment on raisonne sur cette thématique? Pardon, on prend moins de place. Oui, enfin bon, oui, enfin des fonds value, il n'y en a pas non plus. Il y en a quelques-uns, des fonds value dans de très belles maisons, évidemment. Mais voilà, vous en avez un. Il en reste quelques-uns ici et là, mais c'est pas non plus c'est pas la grande masse. Non, mais comment on
réfléchi à la thématique croissance et à la tech, ou en tout cas à cette idée de réinvestir dans la tech. Ce qui est compliqué, c'est que quand on est dans une thématique, qu'on a un biais croissance, on se projette à long terme. Alors, c'est compliqué. Moi, je ne pourrais pas vous répondre sur 2023, même si j'ai des idées. Mais par émetteur, effectivement, et ce que je constate, c'est que le marché, on a vu, là, on a encore eu des résultats. Il y a un secteur qui a été, mais alors, assassiné, c'est les logiciels. Bon. Alors, là-dedans, il y a plein de choses dans les logiciels. Donc, il faut faire son marché tranquillement, il faut commencer à revenir, mais en regardant exactement... Alors, évidemment, il y a une question de valorisation, parce qu'on voit bien que ce qui est encore cher, si ça déçoit un peu, il y avait Salesforce aujourd'hui, donc moins 10, pouf. Bon, alors que les chiffres sont plutôt bons et c'est plutôt rassurant même. Hein. Mais bon, on est toujours dans cette approche, oh là là, c'est encore cher, dans la thématique hausse des taux, on ne comprend pas. Bon, donc... Non, il faut bien comprendre que le cycle d'investissement des entreprises, forcément, ça va moins investir, et notamment les plus petites entreprises, on voit bien, les sociétés de logiciels le disent. Ce sont les plus petits clients qui restreignent leurs investissements. Donc après, ça fait évoluer le mix, et ça fait évoluer le mix de résultats, les marges aussi. Parfois, ça peut être bon d'ailleurs pour certains. Parfois, ça peut être moins bon. Donc, il faut vraiment regarder ces dossiers à un et commencer à faire son marché. Parce que si on se projette à 2-3 ans, de toute façon, celles qui ont des qualités en plus de bilan tout à fait sympathiques, qui leur permettent de toute façon de continuer à investir dans leur croissance, c'est des bons élèves de demain. C'est quoi un gagnant des logiciels pour vous, avec le filtre des avantages comparatifs qui guide vos investissements, Virginie? Il y a toujours le good guy. Hein. Le good guy, le très bon, le bon élève. C'est Microsoft, évidemment. Ouais. Bon, mais qui est un peu cher, moi je trouve. Mais bon, voilà, c'est le good guy. Donc ça, il y en a partout. Mais un Salesforce, il faut commencer à regarder, effectivement. Ou un Adobe. Voilà. Bon, c'est pas exclu que ça baisse encore, hein, une fois de plus, parce que tant qu'on est dans cette lecture de momentum, mais bon, si on veut se positionner pour les années à venir, faut commencer tranquillement. Voilà. Et puis, il y a des sujets. La cybersécurité, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Non. Moi, je reviens sur le sujet de la Chine, puisque nous, on n'est pas revenus, mais nous, on ne fait pas d'allocation pays. Mais dans notre fonds monde, effectivement, la Chine, on en est sorti il y a 3 ans, parce que sur les sujets que vous avez très bien évoqués, et on ne peut pas, nous, en tant que gérants d'investisseurs, d'émetteurs, se réveiller le matin avec le parti qui a pris une décision et qui fait que... et donc, vous investirez plus en Chine ? Non, je ne dis pas que j'investirai plus en Chine, mais on a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Il reste quand même aussi un sujet, il ne faut pas l'oublier, parce que le parti chinois, là, est confronté aussi à... Je ne sais pas si on peut dire qu'il est confronté à une crise de crédibilité, mais... on l'a vu, il y avait le sommet qui a réaffirmé le pouvoir, mais bon, il y a le sujet du Covid, du zéro Covid, etc. On sent qu'il y a quelques quand même pressions. Il y a toujours le sujet de Taïwan, hein. Faut pas occulter qu'il peut y avoir un sujet de Taïwan en mars. Pourquoi en mars je sais pas. Enfin. Oui, non, mais un jour, voilà. Oui, à un moment, non, oui. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir une résolution sur le conflit ukrainien. Et d'ailleurs, on en parle un peu. Mais bien sûr. Oui. Il y a tellement de choses. Donc, vraiment, regardez comment on fait. Il faut regarder ces dossiers tranquillement. Et en revanche, nous, on avait de la défense en portefeuille. On a allégé la défense, on a pris le profit, ça s'est très très bien comporté, évidemment, ça nous a bien aidé. Voilà, on l'a encore parce que sur le long terme, ça reste... J'entends. Voilà, mais on a allégé et on réarbitre, on rebalance un petit peu sur de la bonne qualité croissance, tranquillement. Voilà. Non, mais c'est intéressant, les logiciels. On parlait de la value tout à l'heure. Je connais des gens en value qui touchent du SAP aujourd'hui, qui n'ont jamais pu en toucher depuis des années. Voilà, Olivier confirme. Le plus gros gérant value aux États-Unis se met à acheter du Meta. Eh ben oui, ou du Roche dans la santé, etc. Oui, Olivier, oui. Non, mais c'est tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait eu des années de distorsion de portefeuille en termes de style, et que je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rebalancer un peu, rééquilibrer des portefeuilles plus mixtes, plus blend.
Mais ça veut dire qu'on a en tête que c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée, qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu avec 5 valeurs qui concentrent 60% de la performance du marché sur des années. Probablement pas. Et pourquoi ? C'est parce que l'épisode taux zéro est quand même définitivement derrière nous pour les 5 années qui viennent. Donc on sait, et c'est normal, que les écarts de valo qu'on a connus entre du cycle, de la value et de l'hypercroissance, ça se comprime un peu. Ça ne veut pas dire, je suis tout à fait d'accord, que le secteur des softwares est mort ou qu'il y a plein de choses qui vont pas rebondir, mais c'est-à-dire qu'il faut revenir sur des valos un peu plus raisonnables et que l'écart qui était quasi jamais vu entre les valos de value et de croissance se comprime. On le disait tout à l'heure, de toute façon, on connaît les zones value du monde, l'Europe en est une, ça explique sûrement une des raisons de la surperformance du rebond européen plus important que le marché américain. Bon, et puis je voulais qu'on dise un mot aussi, juste garder la parole, Olivier, parce que si j'ai bonne mémoire, vous avez initié le fonds Arti à la financière L'Essiquier, taux et action, c'est ça ? Est-ce que c'est le retour du beau vieil équilibre, taux-action ? Alors, je ne sais jamais dans quel sens ça marche, c'est 50-50, 60-40, 70-30, enfin bon, il y a plusieurs formules différentes, mais le 60-40 américain, 60% action, 40% taux, est-ce que c'est un truc qu'on a envie de remettre là aujourd'hui en fonctionnement d'une certaine manière ? Le 60-40 américain, il est en réanimation là. Il fait sa pire année depuis 1932. Donc, il n'a pas vécu une bonne période. Sur l'Europe, puisque Arti est un fonds européen, je pense que le 60-40, il est très intéressant pour 2023, mais dans l'autre sens. 60% obligations et 40% actions. Pourquoi ? Parce que d'abord, en Europe, il n'y a jamais eu un investisseur qui a des taux d'exposition actions de 60%. Ça n'existe pas. Donc déjà, 40%, il faudra qu'il fasse un effort. Donc, c'est même 70-30, généralement. 70% oblique, 30% donc, actions. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le crédit en Europe a quand même un intérêt assez évident. On avait parlé depuis le début de l'été. Il y a du portage. Il y a un risque de défaut qui va augmenter en 2023, comme dans tout ralentissement. Mais si on croit à ma thèse que le système bancaire est en bonne santé, c'est quand même une force de rappel très importante, notamment pour les mid-cap, parce que c'est essentiellement les mid-cap qui font appel au financement bancaire. Et puis quand même, on est en décembre, et le gros risque du crédit, c'était quoi ? C'était un arrêt des cash flows dans l'Allemagne. C'était qu'on pouvait même plus rembourser son crédit. Là, je ne suis pas Miss Météo, je ne peux pas savoir quel temps on va faire, mais on est quand même en décembre. Donc je dirais que le gros du risque, il est quand même absorbable avec les réserves de gaz. Et on ne va pas avoir 3 mois de cash flow à zéro à cause d'usines fermées. Peut-être qu'on aura une semaine, peut-être qu'on aura quelques heures, j'en sais rien. Mais ça, pour le crédit, c'est un support énorme. Et la crainte du crédit, le spread de crédit était au plus large juste à la fin juin, ce qui est là où on a commencé à couper Nord Stream. Et juste en septembre, quand on s'est dit oulala, les taux, ça part dans le décor, ça monte au plus haut possible. Et c'est pas ce qui se passe. Donc, la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes, elle est a priori en meilleur état aujourd'hui. C'était il y a 3 mois ou 6 mois, en tout cas anticipé par le marché. Donc le 60-40, moi je conseillerais de faire 60% d'obligations. Vous faites du triple B ou du double B en euros, vous avez en prenant des obligations 4 ou 5 ans, vous avez un carry qui est autour de 5%. Alors, quand on en avait parlé la dernière fois, c'était plutôt 6 ou 7. Bon, maintenant, c'est plutôt autour de 5. Vous ne prenez pas un risque énorme. Et puis, vous mettez 40% d'actions, parce que je pense qu'autour de 12 fois ou 13 fois les résultats attendus 12 mois forward en Europe, dans 90% des cas, à 5 ans, vous gagnez de l'argent. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais en revanche, vous allez avoir des mark-to-market qui, parfois, peuvent vous faire transpirer. C'est les marchés. Bon, sur les idées d'investissement, pour finir avec vous, Frédéric. Déjà, c'est vrai que le 60-40 aux États-Unis, je crois qu'on a fait plus bas, moins 23, moins 24, à rapprocher du moins 27. Il a retrouvé des espérances de retour inédites. Non, mais c'est arrivé que 5 fois dans l'histoire. C'est vrai. Un tel drawdown. Ah oui. Non, mais même. Que les deux poches, les deux moteurs. Alors là, effectivement, c'était la double peine. On retrouve nous, c'est le cœur de nos portefeuilles. On est
en équilibré, donc on est sur une poche 60-40 et ça revient à peu près à cette exposition, mais à l'international. C'est vrai qu'on a du rendement aujourd'hui un peu partout, clairement. On voit les performances, on a des confrères qui ont fait des fonds datés 4, 5 ans, ils sont quasiment à plus 8 depuis en 2 mois, donc ça a été très 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 vite. On a des souches de rendement un peu partout sur l'obligataire. Je vois que certaines souches obligataires sont encore... il y a des rendements assez importants. Je pense notamment à tout ce qui est subordonné bancaire, par exemple. C'est hyper stressé. On a des rendements à 6-7% sur cette poche-là. On parlait de la baisse du dollar, donc il faut quand même penser notamment aux émissions obligataires émergentes. On a par exemple des grands non émergents qui émettent en euros, donc on n'a pas de risque de taux, mais pour le coup, on a des rendements qui sont aussi relativement importants, 5-6%. Le high yield également. Donc il y a énormément de poches de rendement aujourd'hui, c'est cette partie-là. Il y a un an, si je me rappelle bien, il y a un an, on était pétrifié quand on avait effectivement ces choix d'investissement, parce qu'on était dans une phase d'investissement souvent à taux négatif. Et on voyait que l'hypothèse de gain était en gros entre 0 et 2, et l'hypothèse de perte qu'on a sous-estimée. Mais on n'a jamais été... Alors, voilà. Si on met de côté le reset 2022, et non, parce que c'est quand même pour ça qu'on est... aujourd'hui confortable comme on l'a jamais été sur certains actifs, sur la valorisation de certains actifs et la capacité à délivrer du rendement sur des horizons 3, 4, 5 ans. Je pense que ça fait des années qu'on n'a pas été confortable comme ça. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui est dans cette poche équilibrée, il peut dormir tranquille, honnêtement. Je pense qu'il a le facteur, quoi qu'il arrive, assez résilient maintenant sur la partie taux. Pas besoin d'aller... au-delà de 3, 4, 5 ans. Après, c'est une question de risque. Mais on peut honnêtement bâtir un portefeuille où on fera 2 à 3 fois, par exemple, la performance des fonds euros. Bon, ben voilà. L'année a été dure, douloureuse, mais c'est l'intérêt du c'est un champ de perspectives nouvelles qui s'ouvre désormais pour les investisseurs. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Olivier de Béranger, directeur des investissements de la financière de l'Échiquier, et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous évoquons ce soir un thème que nous filons régulièrement avec Guillaume Arditi, que j'accueille à mes côtés en plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Vous êtes fondateur de Belvédère Africa Partners et donc dans le nom de votre société, effectivement, se trouve la révélation du thème dont on parle avec vous, l'investissement en Afrique. On essaye d'en parler régulièrement avec vous, Guillaume, pour essayer de battre en brèche certaines idées reçues. Et votre conviction aujourd'hui, on en a déjà parlé, c'est que l'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche. On parle pour des grands investisseurs globaux, institutionnels. Non. Le territoire d'investissement africain doit devenir un territoire d'investissement standard, mainstream. Oui, absolument, absolument. Alors, si vous me permettez, je pourrais redonner peut-être un peu de contexte. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, on a 3 crises majeures. Il y a la sortie du Covid, qui n'est pas encore terminée. On a la crise ukrainienne qui est à nos portes, et puis on a une crise climatique qui baigne le tout. Et en face de ça, ce qui a été révélé, c'est qu'il y a besoin de diversification, il y a besoin de retrouver du relais de croissance, et puis des alternatives en termes de ressources énergétiques. Et là, on a à côté un continent qui répond à toutes ces problématiques, avec 1,5 milliard d'habitants. Et donc effectivement, je pense que toujours considérer que investir en Afrique, sur le continent africain, est une affaire de spécialistes qui font des investissements de niche. Aujourd'hui, ça ne me semble plus très, très raisonnable. Ah oui, effectivement. Mais néanmoins, il faut sans doute que les investisseurs globaux adaptent leur manière de faire ou leur playbook quand ils réfléchissent à l'Afrique aujourd'hui. Si on pointe justement quelques freins, peut-être qu'il faut lever dans l'esprit des investisseurs qui considèrent ou qui sont prêts à considérer l'Afrique. Il y a déjà la question des données, Guillaume, et c'est un point fondamental que vous soulevez. Tous les investisseurs sont fans de données aujourd'hui, les modèles tournent à plein régime, et donc les investisseurs et les investissements se nourrissent d'une multitude de données aujourd'hui en temps réel qu'on aime bien analyser pour guider et modéliser ces investissements. Oui, en Afrique, on n'a pas la même capacité ou le même accès aux données parce que tout simplement ces données, elles n'existent pas
encore, en tout cas, dans la même ampleur que ce qu'on peut trouver dans nos économies développées. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que les discussions qu'on a régulièrement avec les investisseurs reflètent toujours un besoin de retrouver de la donnée à laquelle on est habitué. Et on est rentré dans une ère de la donnée, dans la quête de la donnée. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 20 ans, on n'était pas encore rentré dans cette ère-là. Et que malgré tout, nos économies s'étaient développées. Donc la situation en Afrique, comme vous le soulignez, effectivement, la donnée n'existe pas du tout avec le même niveau de granularité et de finesse qu'on peut avoir. Donc si vous cherchez à connaître les taux de défaut d'actifs illiquides par sous-secteur, vous ne les trouverez pas, ça c'est certain. Maintenant, on est dans une phase de structuration de la donnée. Il y a des choses de plus en plus précises qui se dessinent, en particulier sur les habitudes de consommation. Mais il n'en reste pas moins que la quête de la donnée et le niveau de finesse est loin de ce qu'on peut avoir sur nos marchés. Alors, est-ce que pour autant, il faut attendre que le processus se termine pour investir? Non. Je ne pense pas du tout. Et puis, j'allais dire, les grandes tendances et les tendances de fond, on n'a pas besoin d'un déluge de données quotidien pour les identifier, j'imagine. Ouais, exactement. Et c'est ce sur quoi il faut s'appuyer aujourd'hui. C'est sur les tendances de fond qu'on observe en Afrique. Et donc, dans chaque segment, la chance qu'on a, c'est qu'on a maintenant, sur une durée de 20 ans, on peut distinguer des tendances très fortes et des indicateurs très forts qui permettent de se faire une opinion sur l'état du marché en Afrique. Ouais. Vous le disiez également en introduction, Guillaume, si l'investissement en Afrique ne doit plus être considéré comme un investissement de niche, ça veut dire que ça n'est plus seulement l'apanage d'un investissement de spécialiste. Et que là aussi, en tant qu'investisseur global, il faut, entre guillemets, se faire confiance dans sa capacité à analyser globalement l'univers d'investissement africain. Ça paraît être à rebours de ce qu'on voit dans nos marchés à nous, où moi, je constate de plus en plus de spécialisation, justement, sur des thématiques précises qui nécessitent de l'expertise très importante et de la spécialisation également de plus en plus dans les sociétés de gestion que je peux accueillir. Oui, absolument. Donc cette hyper-spécialisation qui s'est produite sur nos marchés, en parallèle d'ailleurs de cette ère de la donnée, de cette quête de la donnée, aujourd'hui est probablement pas adaptée au marché africain. Parce que les tendances s'enchevêtrent les unes avec les autres. Donc ça veut dire que les tendances politiques, il faut les regarder sur une période longue. Les habitudes de consommation, il faut regarder sur une période longue. Et bien comprendre que tout est interconnecté. Et évidemment, dans les niches sectorielles, il faut avoir la même approche. Je pense que probablement un bon exemple, d'ailleurs une bonne illustration de ce cas, c'est le secteur de l'énergie. Quand on regarde le secteur de l'énergie en Afrique, la façon dont il est approché par rapport à la façon dont les pays industrialisés l'approchent, on voit des différences très importantes. Et c'est des différences d'ailleurs qui sont apparues, parce qu'elles sont en train de causer des frictions maintenant, elles sont apparues à la COP27. Et justement, c'est probablement cette différence de perception qui cause ces problèmes actuels sur le secteur de l'énergie. C'est-à-dire, pour bien comprendre, qu'est-ce qui différencie l'approche de l'investisseur africain vis-à-vis de l'énergie de l'investisseur occidental ou global sur les pays très industrialisés, la principale priorité, la priorité ultime aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, c'est la décarbonation. Bien sûr. En Afrique, la première des priorités n'est pas la décarbonation, c'est l'électrification. Alors, est-ce que pour autant, l'électrification est incompatible avec la transition énergétique et le développement durable? Non. Non. C'est même une nécessité. Oui. Et si on rentre un peu plus dans le secteur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a à peu près 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est plus de 40% de la population. Et que sans électricité, il n'y aura pas de révolution verte, à une ère où la sécurité alimentaire devient également un point extrêmement important et saillant. Il n'y aura pas de révolution technologique, faute de courant dans les serveurs. Et en plus, en termes de consommation pure, on continuera à consommer du bois de chauffage dans les différents pays, qui est une source de pollution extrêmement importante. Donc il faut probablement ne plus voir les choses en opposition, mais simplement qu'il y a des réalités de terrain qui sont différentes et qu'une priorité qui est raisonnable, valable et nécessaire dans les pays industrialisés ne peut pas être appliquée de la même façon dans des pays qui ne le sont pas.
et qui d'ailleurs ne sont pas forcément les plus responsables de l'empreinte carbone qui a été faite pendant ces 2 derniers siècles. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, tout ça nous amène à comment est-ce qu'on pense une stratégie d'investissement vis-à-vis de l'Afrique? Et c'est tout le point de cette discussion, c'est de dire il ne faut pas attendre que l'Afrique devienne un conglomérat d'économies développées, industrialisées comme nous le sommes, pour que nos stratégies puissent coller enfin à cet univers d'investissement. Non, c'est bien les stratégies des investisseurs globaux, occidentaux, qui doivent s'adapter à l'univers africain, sans attendre d'ailleurs, Guillaume. Et là, il y a des vraies différences avec la manière dont on conduit des investissements dans des économies développées, industrialisées, et dans la manière dont on peut le faire, ou dont il faudrait le faire sur le territoire africain. Oui, je pense qu'en fait, le principal ennemi, c'est la duplication. Ah oui. Donc l'instinct naturel, c'est on a une équipe qui gagne, on ne va pas la changer. Ça marche en Asie, en Europe de l'Est, etc. Boum, je le fais en Afrique. On y va, je le fais en Afrique. La réalité est différente parce que le terrain de jeu est quand même pas exactement le même. Donc, par exemple, si on veut avoir une stratégie avec des actifs liquides, avec des actifs solides, ça va se trouver, d'accord ? On va trouver de l'actif, typiquement du bond souverain sur les différents pays africains. Ça vient avec un prix. Le prix, c'est la volatilité. D'accord ? Inversement, si on cherche à avoir de la stabilité dans les revenus, avec des actifs solides, on va le trouver sur de l'actif illiquide, sur de l'économie réelle, mais le prix, ça va être la maturité. D'accord ? Donc la liquidité vient plutôt avec de la volatilité, la stabilité va plutôt venir avec de la maturité. Et donc là, il faut revenir à des arbitrages et savoir où est-ce qu'on veut se déployer, parce que finalement, la raison du déploiement, c'est toujours trouver de la surprime et puis de la diversification. Donc ça se trouve. Mais en revanche, vous ne pouvez pas tout avoir. Voilà. Ouais, j'entends. Donc il faut accepter un peu plus de maturité, un peu plus d'illiquidité peut-être, pour trouver des rendements qu'on pourrait avoir avec des stratégies plus liquides peut-être sur d'autres univers. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une stratégie liquide ou illiquide en Europe, aux US, la raison pour laquelle vous allez en chercher une en Afrique, c'est pour trouver, en plus de la diversification, une surcote, quoi. Bon, ça se trouve, mais en revanche, vous n'allez pas avoir et de la liquidité, et du surrendement, et de la stabilité. Il va falloir mettre de la volatilité. Et inversement, sur les actifs réels, quoi. Donc il faut arriver à adapter sa stratégie à la réalité du terrain et trouver des points de chevauchement entre les besoins du marché d'un côté et ses propres contraintes. Et là, ensuite, on reconstitue vraiment une équipe gagnante. Merci beaucoup Guillaume, merci de participer à faire le pont justement entre notre communauté d'investisseurs et l'univers africain. Guillaume Arditi qui est le associé fondateur de Belvedere Africa Partners et qu'on retrouve donc régulièrement dans le quart d'heure thématique pour parler de l'investissement en Afrique. C'était le cas ce soir encore dans Smart Bourse sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.